Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Bruno Joncourt pour le groupe Mouvement démocrate et apparentés. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Le peuple palestinien veut vivre durablement, librement, pacifiquement. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes doit concerner aussi le peuple palestinien dans le cadre d'un État reconnu et indépendant. C'est ce qui a donné lieu à l'accord des Nations Unies adopté il y a 70 ans et qui, depuis cette date, relève du droit international. Réaffirmer et assumer cette conviction et cette référence historique n'est pas incompatible avec la volonté de conduire et de poursuivre entre les peuples israéliens et palestiniens les rapprochements nécessaires à une cohabitation organisée dans la paix, la concorde et la durée. Car les deux peuples ne sont pas condamnés à se combattre toujours et pour toujours. Des initiatives récentes se situent par contre à contre-courant de cette approche. La poursuite de la colonisation israélienne en Cisjordanie pour entraver la continuité territoriale et les prises de position du président des États-Unis contribuent à enliser ce conflit qui ne cesse de créer de l'exaspération, de la colère, de la violence et de nouveaux drames qui pèsent lourdement sur le contexte régional qui n'a pas besoin de cela tant il est fragile et incertain. Le président Mahmoud Abbas, en déplacement mardi dernier à New York, a réclamé une conférence internationale afin de créer un mécanisme multilatéral pour relancer les négociations de paix. Dans ce cadre, la France a-t-elle la volonté, est-elle disposée à s'inscrire concrètement dans cette perspective conforme à son histoire et à sa vocation ? La France entend-elle définir une stratégie pour s'associer à cet objectif de respect du droit international et de création d'un État palestinien ? Monsieur le ministre, des éléments ont déjà été donnés lors de questions précédentes, mais il s'agit là de la question essentielle. C'est la raison pour laquelle elle justifie qu'elle puisse être à plusieurs reprises formulée, parce qu'elle relève d'une préoccupation partagée. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le député, oui, vous avez raison. Il y a eu un certain nombre de prises de position qui, en tous les cas, ont créé du trouble dans la région, c'est sûr. Et donc, il n'est pas question pour nous de répondre au trouble par un autre trouble et donc à une décision unilatérale par une autre réaction unilatérale. Et donc, nous sommes dans la phase, je crois, d'études attentives des propositions qui sont mises sur la table. Vous l'avez signalé, il y a effectivement le plan proposé par le président Abbas autour des 3 piliers que j'évoquais précédemment. Nous sommes également dans l'attente, ça a été dit par Jean-Yves Le Drian, des propositions américaines, donc voilà, dont on nous dit qu'elles pourraient être désormais mises sur la table très prochainement. Et donc c'est au regard de l'ensemble de ces éléments qu'il conviendra de voir comment il est possible d'agir. En tous les cas, il est très clair que la France, vous le savez, fera tout ce qui est possible et utilisera naturellement sa force de conviction pour contribuer eh bien, à toute solution qui pourrait s'esquisser ou à tout processus dont on pourrait penser qu'il raisonnablement aboutirait enfin à régler ces problèmes depuis trop longtemps. Donc, c'est un moment un petit peu particulier où un certain nombre d'autres propositions doivent venir et le moment venu, naturellement, nous aviserons, mais nous serons à la hauteur eh bien, de ce qu'est le devoir de la France et la voix de la France dans le monde. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Fabien Lainé. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, si la diplomatie s'apparente à l'art de concilier les idées et les intérêts qui séparent les peuples, la diplomatie française a, je le crois, cette responsabilité particulière de porter les principes humanistes qui sont ceux de la France. Avec la guerre qui ravage la Syrie depuis maintenant 7 ans, la diplomatie française passe un test majeur.
Par son soutien dès l'origine à la révolution démocratique syrienne et la dénonciation des crimes de Bachar al-Assad, notre diplomatie a porté haut ses valeurs. Les Syriens ne l'oublieront pas. Mais alors que le conflit s'est enlisé, elle s'est elle aussi trouvée dans l'impasse. En 2013, quand elle a dû suivre malgré elle la décision du président américain de ne pas intervenir en Syrie, en dépit du franchissement caractérisé des fameuses lignes rouges. En 2015 aussi, quand elle a regardé les Russes intervenir pour remettre sur pied un régime syrien affaibli et reprendre la main diplomatique. Et aujourd'hui, elle regarde encore les Turcs bombarder Afrin et le régime de Bachar al-Assad écraser la Ghouta orientale. L'échec des zones de désescalade et le fiasco récent de Sotchi n'ont fait que confirmer un constat. La Russie ne maîtrise plus le jeu diplomatique et militaire. Mais elle conserve encore la capacité de le bloquer en usant de son droit de veto à l'ONU. Monsieur le ministre, je pense que vous serez d'accord avec moi, il incombe à notre pays une obligation d'action. Dans cette perspective, pouvez-vous nous dire quelle est la stratégie de la France sur ce dossier, dans le cadre évidemment des Nations Unies, mais aussi au-delà ? Quels sont nos moyens d'action dans cette crise ? Enfin, quels sont vos objectifs dans les discussions qui auront lieu prochainement à Moscou et à Téhéran ? Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le député, il est clair que, comme vous, depuis de nombreuses années, nous avons ces images terribles de destruction, de poursuite de la guerre, et nous n'y sommes jamais résolus. Les derniers jours montrent que la situation s'est considérablement dégradée, effectivement. Il y a véritablement, je dirais, le signal d'alarme qui a été tiré. Et vous le savez, d'ailleurs, Jean-Yves Le Drian s'est entretenu hier avec Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Le Conseil de sécurité est amené à se réunir à 18h de mémoire heure française, donc c'est-à-dire dans quelques instants. Et il est clair que la France, elle agit au sein de ce Conseil de sécurité pour qu'une trêve humanitaire soit décrétée, c'est le plus urgent. Et puis, après l'échec de Sotchi, que vous avez que vous avez justement évoqué, l'idée c'est de relancer le plus rapidement possible le processus des Nations Unies à Genève, qui est le processus valable. Et donc, à cette fin, nous avons proposé un texte qui associe, et donc ça répond à la question sur les objectifs, à la fois l'idée de la Constitution, l'idée d'élection et de conditions qui garantissent l'impartialité du processus de transition politique et son inclusivité avec toutes les minorités. Ces principes sont agréés avec nos partenaires les plus proches. Maintenant, il faut élargir cette base à tous les pays influents en Syrie. C'est l'objet du déplacement de Jean-Yves Le Drian qui se rendra à Moscou le 27 février. Et c'est pourquoi le président de la République, Jean-Yves Le Drian, et toute la diplomatie entretient un dialogue avec tous dans la région. Il se rendra également à Téhéran le 5 mars. Et donc, vous le voyez, l'idée est d'être toujours en initiative, à l'action, mais sachant que la situation est d'une complexité que vous connaissez. Mais là, encore une fois, je crois qu'il y a le souhait ardent, en tous les cas, d'essayer de démêler les chevaux et d'apporter une contribution positive. Merci, monsieur le ministre. La parole est à présent à madame Sarah El Haïry. Merci, Madame la Présidente. Monsieur... c'est bon, c'est revenu. Madame la Présidente, merci. Mes chers collègues, l'enjeu de la reconnaissance est essentiel puisque c'est un acte unilatéral d'un État existant qui prend acte officiellement de l'existence d'un nouvel État sur la scène internationale, avec de nombreuses conséquences sur les droits de cet État, telles que la consécration de sa souveraineté. La souveraineté implique le contrôle d'un gouvernement sur son territoire, et donc le contrôle de ses ressources, notamment d'eau. Or, si la région du Proche-Orient connaît une pénurie d'eau, il s'avère qu'Israël contrôle l'ensemble des ressources en eau sur la région de la Palestine et choisit la part d'eau qu'elle délivre au territoire palestinien. Si les accords d'Oslo de 1995 cadraient cette gestion durée de 5 ans, ceux-ci n'ont pas été réactualisés depuis. De plus, les règles de sécurité très strictes imposées par Israël empêchent la construction d'usines de traitement ou d'assainissement de l'eau. Pourtant, la question de l'eau apparaît comme en tout cas un des points clés du processus de paix. La France, en ce sens déjà, avec un rééquilibrage du réseau à travers l'action française de développement, puis depuis 2001 a engagé 282 millions d'euros pour des projets structurants et des projets d'urgence. La France compte-t-elle accentuer son action sur le territoire palestinien afin de permettre à un nombre plus important de personnes d'accéder à l'eau potable ?
En guise de conclusion, je vais reprendre les mots très justes du président Chirac qu'il prononçait le 13 novembre 2008 lors d'une conférence internationale qui avait pour titre « L'eau pour la paix pour l'eau ». L'eau féconde la vie, elle permet de cultiver, de se désaltérer, de se nourrir, de se laver. Les formes de son usage et de son partage se confondent avec celles des civilisations. Toutes les cultures, du Sahel à la Chine, de la Mésopotamie aux Indes, de la Gaule à l'Inde, l'ont célébrée et entretiennent avec elle un rapport intime, particulier et pourtant universel. Notre nation, qui porte des valeurs universelles, doit être sur cette question, et plus précisément sur le territoire de la Palestine, à l'avant-garde pour que coule l'eau et la vie. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Pour répondre à cette excellente question originale, pour reprendre les propos fusant sur les bancs voisins. Effectivement, les ressources hydriques en Palestine sont rares. Elles dépendent en partie du Jourdain, qui s'écoule sur 360 km du mont Hermon à la mer Morte. Et elles dépendent aussi de nappes souterraines qui sont très sollicitées. Donc la question de l'eau, elle est un enjeu essentiel. C'est d'ailleurs l'une des 5 questions du statut final, avec le statut de Jérusalem, les frontières, les réfugiés, la sécurité. Elle devra donc faire l'objet aussi d'un accord négocié entre Israéliens et Palestiniens, fondé sur le droit international. Donc nous souhaitons qu'un accord juste puisse voir le jour avec une répartition équitable. Et de ce point de vue-là, en tous les cas, la France, elle, fait tout pour essayer d'apporter une réponse. Alors, effectivement, on ne peut jamais être à la hauteur du problème, parce qu'il faut avoir en tête que 90% des eaux souterraines ne répondent pas aux normes sanitaires, d'ailleurs, de l'OMS, et que pour la situation en Cisjordanie, eh bien, il faut avoir en tête que les Palestiniens consomment en moyenne 70 litres d'eau par habitant et par jour, contre 300 litres pour leurs voisins. Donc l'eau est par conséquent une priorité de la coopération bilatérale française. L'AFD a financé 13 projets eau et assainissement dans les territoires palestiniens pour un montant de près de 106 millions d'euros. Et ces projets ont permis à 800 000 personnes d'accéder à l'eau potable. Donc c'est aussi cela, préparer la paix. Il y a également un projet qui serait structurant à moyen et long terme, qui est cette fameuse liaison mer Rouge-mer Morte, et qui serait également une réponse. Pour la France a participé au financement des études de ce projet. Pour aller plus loin, il faut un accord entre Israël et la Jordanie. Et donc, pour l'instant, effectivement, nous butons sur cette question-là. Mais indéniablement, ce serait également une réponse importante. En tous les cas, là aussi, nous ne baissons pas les bras. Vous avez vu que par des projets, nous essayons d'apporter des réponses qui sont des palliatifs, hélas. Et vous avez raison sur les enjeux que vous avez dressés. Et en tous les cas, nous aurons à cœur de relayer les préoccupations qui sont les vôtres. Merci Monsieur le ministre.